Téléspectateurs de Canal King Télévision, merci d'être branchés sur ces supports médias pour suivre l'émission Monde du Travail qui s'occupe de toutes les questions liées au travail en République démocratique du Congo. Et avant tout, je salue tous les agents et fonctionnaires de l'État œuvrant dans les différents secteurs, dans les différents ministères de la RDC. Et en même temps, je salue également les travailleurs dans tous les secteurs privés. Et ceux qui sont en train de travailler au niveau de la pêche, agriculture, pêche, et même les initiatives privées, je vous salue tous. C'est votre tribune d'expression libre et responsable où vous suivez les réalités du travail dans tous les secteurs de la vie. Aujourd'hui, nous avons invité pour vous, vous le connaissez très bien, M. Guy Koukou Guedila. Il est coordonnateur de l'inter-syndicat national du Congo, en même temps président du syndicat CDT. Bonjour, monsieur le président Guy Koukou Guedila. Bonjour, Alain. Alors, nous nous sommes retrouvés pour échanger sur les questions de l'heure dans les domaines du travail. Quelle est la situation actuelle qui prévaut à l'OCPT? Merci beaucoup, monsieur Alain. À la SCPT, ex-OCPT, il y a une tension terrible, vous savez. On venait d'arrêter il y a 3 jours les DG de cette entreprise de suite des allégations de la mauvaise gestion. Et vous savez aussi, depuis très longtemps, depuis presque une année et demie, nous sommes en train de nous battre, de demander qui est l'audit dans cette entreprise, mais aussi dans les entreprises du secteur public, parce que vous savez, cette entreprise-là était l'espoir des travailleurs. Après une traversée des déserts de plus de 26 ans, ces agents-là de l'ex-OCPT sont revenus à l'espoir parce qu'il y a un DG qu'on avait nommé là-bas qui est venu, qui a restauré la situation, qui a renouvelé l'outil du travail, qui a repeint l'ex-OCPT a repris ses belles couleurs, il y a eu l'espoir. Malheureusement, après une année presque et demie, on a démis ce monsieur-là qui gérait très bien et on a nommé l'actuel DG et c'était le début de la descente aux enfers des travailleurs de l'OCPT. Au jour d'aujourd'hui à Kinshasa, on est à plus de 9 mois d'arriéré. À l'intérieur, c'est plus de 15 mois. Je dis plus de 15 mois. Ça dépend aussi des différentes provinces parce que les arriérés ne sont pas les mêmes pour toutes les provinces. Il y a des provinces qui ont beaucoup plus d'arriérés que d'autres. Donc, la situation à l'OCPT va très, très mal. Alors que vous savez que l'OCPT avait reçu la fibre optique pour optimaliser les communications en République démocratique du Congo. Et c'est l'opérateur public de l'État, lui qui a vendu à tous les opérateurs privés. Les opérateurs privés se portent très bien et elles-mêmes ne se portent pas bien parce que le gestionnaire actuel a développé une gestion parallèle, a créé une entreprise parallèle, un personnel parallèle, tout parallèle et l'entreprise elle-même officielle n'existe plus que des noms. L'entreprise n'existe que par lui, par son existence, mais toutes les structures qui ont été mises en place ont été déchiquetées, ont été mises à côté. Il a recruté comment on appelle, des agents saisonniers qu'on appelle les consultants, alors qu'il y a des directeurs, des carrières, il y a toutes les bonnes structures de cette entreprise à travers la République. Mais c'était dans le but d'éloigner les recettes du circuit normal pour qu'on ne puisse pas voir combien entre. Et même en dehors de ça, il y a même des ventes illicites de certaines choses que, disons, de voies, donc pour la fibre optique, des ventes parallèles, tout ça, dont les recettes n'entrent pas dans et même son bureau, il l'a abandonné. Il n'était plus au bureau pendant des mois. C'est connu des notoriétés publiques. Nous, les syndicalistes, on a fait les démarches à la présidence. On a écrit partout avec copie à l'Assemblée pour que non, rien n'a marché. Dieu merci.
Dieu merci, aujourd'hui au moins, il faut qu'ils rendent compte. Il faut qu'on rende compte parce que nous aussi, nous sommes en train, on va surveiller même la justice. Il faut que, en tout cas, ils rendent compte de cette gestion parce qu'il y a des familles disloquées, des enfants qui ne vont plus à l'école, des foyers qui se sont séparés et les travailleurs ne savent plus venir même à la poste parce que 9 mois, 10 mois, ils ne payent pas son loyer, on les a jetés dehors, la femme à gauche, les enfants à droite, et donc une situation de catastrophe sociale. Sur ce plateau, nous avons invité autrefois, et vous avez dit que l'OCPT autrefois, dans le passé, il n'existait que l'OCPT et la GECAMINE pour générer les recettes de l'État. Il n'y a que ces entreprises-là autrefois. Mais aujourd'hui, c'est que l'OCPT n'intervient pas, ne contribue pas dans les recettes publiques. Et c'est pourquoi vous reprochez ces directeurs généraux. Mais bien sûr, non seulement qu'il ne passe pas, mais l'OCPT est devenu mendiante. L'OCPT, or, je te dis Alain, tu peux vérifier dans tous les pays de la société. Une société en télécommunication ne tombe pas en faillite, ne peut pas tomber en faillite. Parce qu'en fait, on vend les vents. La communication, c'est quoi? C'est les vents. Et la fibre optique que vous voyez ici dans certains pays, mais qu'est-ce qui est mais c'est l'outil par excellence de développement du pays. Non seulement pour avoir l'argent, mais pour mettre toutes les provinces en bretelle, en communication, en relié, tout ça. On n'a pas besoin, même les sociétés de télécommunications, je suis syndicaliste, on syndicat même dans ces sociétés-là. Les sociétés de télécommunications souffrent comme, vous n'avez pas l'idée, on voit que l'extérieur, ces sociétés-là, pour l'intérieur, il faut des batteries, soit il faut des mazout achetés pour aller alimenter des groupes pour soutenir, pour que ça fonctionne. Alors qu'il y a ici cette fibre optique, la SNEL et cette fibre devait aider à implanter et à communiquer pour que vraiment, même notre armée avait besoin de cette fibre optique pour optimaliser ces interventions pour bien fonctionner. Donc, cette entreprise n'a pas, non seulement, elle ne contribue pas aux recettes de l'État, mais elle est devenue malheureuse. Par contre, il y a des individus qui se sont follement enrichis avec l'argent des fibres optiques. On a créé des petites sociétés parallèles pour embêter les travailleurs, pour voler l'argent, pour voler l'État, pour voler les travailleurs. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, le CPT semble comme être un éléphant blanc alors qu'il y a de l'argent que cette entreprise devait générer et son personnel devait être très à l'aise comme les personnels qui sont dans les entreprises privées que vous connaissez dans les sociétés de télécommunications. Alors, Président Guy Coucou, comment expliquer dans une entreprise publique comme l'OCPT, il y a des experts qui sont là, il y a des agents qui sont là, des directeurs, on prend des consultants, comme vous venez de le dire, on prend des gens en dehors de l'entreprise, on les amène là-bas, et ces derniers commencent à travailler comme des agents pendant que les gens appropriés, rodés en la matière, sont là, on ne les utilise pas. Comment expliquer cette gestion des jeux que vous venez de dire qu'il est aux arrêts? Comment expliquer cette gestion? J'ai dit bien, c'est fait pour voler. Parce qu'on a dupliqué tout. Il y a un directeur financier à l'OCPT. On a recruté un consultant financier. Il y a un directeur commercial. Il y a un directeur administratif. Tous les services, les marketing, il y en a à l'OCPT. Mais pour que ces gens ne voient pas comment l'argent entre, pour qu'ils ne voient pas comment, et puis, parce qu'il ne faut pas que les gens voient qu'il y a l'argent. C'est ça pour justifier, là où on est, les gens, il y a un paiement. Pour justifier, il n'y a pas l'argent, il faut qu'on ne voie rien, qu'on ne comprenne rien. C'est ça. Alors que toutes ces entreprises, et ce qui est même grave, il y a des entreprises qui ont déjà payé pour 15 mois, pour 2 ans. Donc, quelqu'un a déjà reçu l'argent. Mais les agents souffrent ici. Alors, quand vous dites comment expliquer qu'il y a les agents, qu'on a recruté des consultants, mais justement, c'est ce qu'il faut demander à ce monsieur-là. Il doit expliquer, et ça n'a jamais existé. Vous ne trouverez pas une autre entreprise de l'État ici qui a cette forme de gestion.
où il y a un DG, lui, il est DG, son poste, il ne l'a pas dédoublé. Il a dédoublé tous les postes d'en bas, tous les postes de contrôle, de comptabilité, tout ce que vous voyez là, ça a été dédoublé. Pour que la société ne voyait absolument rien et que ces gens contrôlent tout. Et avec les clics là, c'est ça qui a été organisé. Et ça, nous avons dénoncé depuis longtemps, très longtemps. On ne serait pas arrivé à cette hécatombe sociale, à cette catastrophe sociale, où les travailleurs sont devenus comme des locs, des malheureux, des gens qui sont dans une grande entreprise nationale, des gens qui sont dans une entreprise florissante, entreprise de télécommunications. Quand vous allez, j'ai été ici en face, Congo-Brazzaville, il n'y a pas match, aller au Rwanda, aller ici en Angola, aller partout, aller en Afrique. Vous ne trouverez pas une société de télécommunications, la Poste. Mais c'est ça que le gouvernement d'ailleurs se sert. La Poste, c'est le support structurel parce que la Poste, de par ses structures, à travers la Poste et à travers toute la République. C'est la seule entreprise sur laquelle l'État peut se greffer. Même pour les autres services, recensement, tout ce que vous voulez, la Poste peut bien être un support pour que l'État puisse développer ses structures sur elle. Malheureusement, les gens qu'on a envoyés tout le temps ont tout fait pour détruire. Et il y a une opacité dans la gestion, une opacité telle que c'est un mystère pour traverser là-bas. C'est un mystère et même, vraiment, les juges doivent être suffisamment aguerris pour découvrir des situations. Parce qu'ils ont fait ça très longtemps. Ils ont développé une opacité et des structures de manière à ce que personne ne puisse voir. Un réseau bien ficelé. Un réseau bien ficelé. Et moi, je pense qu'on ne doit pas seulement interpeller les DG. On doit interpeller même toutes ces personnes et vérifier la régularité de ces contrats-là. La régularité, a-t-il eu les droits? Parce que le président du conseil d'administration de cette entreprise-là n'est plus en ne s'entendre pas avec les DG depuis longtemps. Il a même fait des rapports au gouvernement, il a dénoncé, même, et il a déjà tenté de faire arrêter son PCA, son chef, sur le plan administratif. Vous pouvez imaginer ça au vu et au su de tout le monde. Et c'est vraiment malheureux. Je crois que l'état des droits que nous recherchons, l'état des droits que nous appuyons, l'état des droits, c'est justement pour que des hommes, des individus ne puissent pas prendre un État en otage. Un individu, un simple citoyen nommé sur ordonnance du chef de l'État, il vient. Il prend en otage tout un pays parce que la structure de l'OCPT là, c'est une structure nationale qui peut bien donner des informations, qui peut bien valider certaines choses dont l'État a besoin, les statistiques et consorts, de manière à ce que les gouvernements puissent avoir, disons, l'appui de cette entreprise pour bien fonctionner aussi. Bon, malheureusement, on l'a laissé comme ça, comme un roitelet dans une entreprise, et il a nargué les travailleurs, il a nargué l'État congolais, il a nargué toutes les autorités, il a nargué les syndicats n'en parlons même pas. Il ne pouvait même pas rencontrer les syndicats. Il ne pouvait pas, c'était un roi dans un pays. Alors, dans ce genre de gestion, et autrefois, vous avez dénoncé que ces messieurs seraient protégés par la présidence. Et il y a des gens au niveau de la présidence de la République qui sont en train de les protéger. Et c'est dans ce sens-là qu'il a navigué comme ça sans être contrôlé. Et il prend un directeur financier qui n'est pas de l'OCPT, il le mêle à un consultant qui gère les finances publiques de l'État. Les gens disaient que il aurait eu des relations avec un des membres là-bas au niveau du cabinet du président. C'était donc des allégations. Mais seulement, ce qui n'était pas compréhensible, la présidence était informée depuis plus d'une année de toute cette situation-là. Parce que les syndicats ont eu réunion. Les syndicats, nous avons eu réunion avec la présidence. On a donné tous les détails au moment voulu, au temps voulu. Et tout le temps qui a passé ici est vraiment incompréhensible. Parce que comment avec autant de bévis, avec autant de preuves, avec autant d'informations,
ce monsieur-là pouvait continuer à rester à la tête de cette entreprise. C'est vraiment incompréhensible. Et il y a de quoi dire que non, il y a une complicité. Parce que les moindres faits, mais chaque infraction, chaque fois, et non seulement ça, mais même les parquets, ce n'est pas aujourd'hui qu'on a déposé au parquet. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, Dieu merci, la justice est tombée et est allée maintenant en action. Mais c'est depuis longtemps, depuis l'année passée qu'on attendait ça. Maintenant que la justice s'est mise en branle, aujourd'hui, le DG de l'OCPT est aux arrêts. Et aujourd'hui, vous pouvez dire que vous avez reçu les paris. Bon, ce n'est pas que je sois content parce qu'on l'a arrêté, non. Moi, comme tous les citoyens... Vous étiez personnellement dans les champs de bataille, oui, dans cette élite bien sûr. Kikoukou. Oui, c'est que nous sommes contents du fait que la justice lui demande des comptes. C'est ce que nous recherchons, parce que c'est ça l'état de droit. Parce qu'il gère un bien public. C'est bien, l'OCPT c'est une entreprise publique. Monsieur, ça signifie que c'est notre bien à nous tous, le bien de tous les Congolais ici. Et comme c'est notre bien commun, on ne peut pas accepter qu'un individu vienne prendre notre bien, il le vend, il prend l'argent, il met dans sa poche, et en plus, il ne paye même pas les travailleurs qui sont là, qui travaillent avec lui, qui l'aident. Mais il prend des gens du dehors, il les constitue comme un agent, et puis il commence à bien les payer. Et ces gens-là sont en train de se pavaner ici, les gens sont en train de construire, en train de faire des folies dans la ville, parce qu'ils n'ont même pas de titre, ils n'ont pas qualité, mais les vrais agents, eux, leurs familles sont disloquées, leurs enfants, ils ne peuvent pas aller à l'école, les pères de famille ne peuvent pas nourrir leurs femmes, les pères d'enfants ne peuvent pas garder des foyers, ils sont sous-logés, d'autres sont rentrés même chez les amis pour aller dormir un soir, et puis le lendemain aller chercher ailleurs. Donc, vous voyez, on a mis des gens dans un état de bestialité, dans un état où de précarité volontairement, et je crois que il faut que la justice fasse justice à tous ces travailleurs-là qui attendent. Ces travailleurs qui ne comprennent pas pourquoi ils doivent être dans une entreprise dont les recettes sont là, et on vend les services et les gens payent bien les services. Et puis au retour, ils ont 15 mois d'arriéré, 21 mois d'arriéré, 8 mois d'arriéré, 9 mois d'arriéré. Et puis il n'y a aucune explication, il n'y a personne pour leur expliquer ça. Donc c'est la justice. Ce n'est pas que personne ne sera content parce qu'on l'a arrêté. Mais tout le monde doit être content parce qu'il faut la justice sociale. Parce qu'il faut que celui qui veut gérer les biens de nous tous, qu'il puisse bien les gérer et qu'il produise un résultat. Voilà la raison pour laquelle nous demandions toujours au chef de l'État qu'on ne peut pas nommer les mandataires venant des partis politiques. C'est ça la cause. Il faut plutôt qu'on lance des avis de recrutement. Les managers dans tous les pays du monde, même dans le secteur privé, que vous voyez toutes les sociétés privées là, pour avoir un manager, on lance un concours. On dit voici l'état dans lequel l'entreprise se présente. Si nous on t'engage, comment tu vas sortir la société de cet état? Dis-nous, comment tu vas faire? Et ils sont 20, 34, ils présentent un concours. Celui qui donne un bon plan de sortie, on dit, voilà, mais pourquoi ça doit être quelqu'un d'un parti politique? Pourquoi? Alors que le management, ce n'est pas le domaine de la politique. Le management, c'est un domaine d'expertise. Il faut prendre, si on veut la nation, mais les politiciens, ils n'ont qu'à aller prendre des postes ministériels. Ils n'ont qu'à aller prendre les postes à l'Assemblée nationale et partout. Mais dans les postes techniques, la gestion des entreprises, ça devait être réservé aux citoyens tout court du pays, ceux qui ont l'expertise. C'est ça le drame au Congo. Et vous voulez dire qu'on ne mêle pas la politique dans les affaires de l'État au niveau de l'administration, que l'administration soit gérée par les administratifs, c'est ce que vous voulez dire, c'est ce que vous êtes en train de décrier? Mais c'est cela, Alain, c'est cela, vous le savez, vous savez que c'est comme ça. Ce n'est pas une question que vous posez, c'est une affirmation, c'est comme ça dans tous les pays du monde. On laisse la politique dans les domaines politiques. Dans les domaines techniques,
il n'y a que l'expertise. Si vous voulez envoyer les gens à l'espace, à la Lune, ou je ne sais pas où, ne prenez pas des politiciens. Prenez des gens qui sont des experts dans ces domaines. Mais la gestion des entreprises, c'est tout un domaine. C'est un secteur. Il y a des gens qui sont formés pour gérer des entreprises. Mais dommage, on nomme là-bas des pédagogues, on nomme là-bas des gens parce qu'il a créé un parti politique, parce qu'il soutient tel président, tel chef d'une alliance politique ou de ce qui est devenu dans notre pays, on appelle les autorités morales, parce qu'il a des bonnes... Allez, on les nomme là-bas. Même s'il n'a pas la qualité de management. Et il va gérer une entreprise de nous tous. C'est pour dire qu'ils sont envoyés là-bas par les partis politiques afin qu'ils puissent se rendre compte à ces partis politiques. Et là, on envoie l'argent de l'État auprès des partis politiques, auprès des gens qui les ont envoyés là-bas. C'est ça, parce qu'il y a ceux qui disent, qui affirment comme ça, vous pouvez abonder dans le même sens. Mais vous n'avez pas, vous savez comment ça. Vous êtes Congolais comme moi, Alain. Vous savez, quand nous parlons de nos réalités, les gens aiment se voiler la face. C'est pourquoi ce pays tombe. Ce pays est en train d'aller en enfer. Alors que nous sommes encore pendant le temps de la grâce de Dieu. Nous sommes en train d'aller vivant en enfer parce que nous avons des gens qui maltraitent le pays. On les regarde, on les ascend, on les loue. Pendant qu'ils détruisent le pays, pendant qu'ils font mal au pays, pendant qu'ils nuisent à la population, ils nuisent à la gouvernance. Nous sommes là en train de les regarder, en train de rire avec ces gens-là, pendant que les gens, ils font mourir toute une population. Et ça, nous serons tous condamnés. Vous savez que le péché, ce n'est pas seulement de faire quelque chose. Le péché, c'est aussi lorsque vous participez, lorsque vous devez faire quelque chose et que vous ne le faites pas, mais vous participez. Le silence est coupable que l'acte lui-même. Celui qui ne dit rien, quand quelqu'un est en train de détruire le pays, comme on est en train de une destruction collective de la nation, nous, on dit qu'ils dirigent au nom du peuple. Ils ne consultent pas le peuple. Ils font les choses pour leur poche, pour leur ventre, pour leurs femmes. Quelqu'un va, il prend comme suppléant sa femme. Et après sa femme, son fils. Mais dans les partis là, il y a des gens de toutes les provinces. Il y a des universitaires. Et puis ils sont... Et vous voyez, des antivaleurs ont monté jusqu'au sommet. Parce que malgré ça, oui, il y a des suiveurs qui continuent à les suivre. Mais il fait ça. Tout le monde voit qu'il a mis sa femme, après sa femme, sa fille, après sa fille, si c'est son beau-fils, après son beau-fils. Et le lendemain, les gens continuent à suivre un tel monsieur. Vous voulez qu'on arrive à quel résultat? Vous voulez qu'on ait quel résultat dans ces pays-là? Nous devons tous condamner, même si tu es mon père, même si tu es ma mère, tu fais mal à la nation. Je dis, papa, je suis désolé, je ne suis plus avec toi. Parce que ce que tu fais là, ça détruit la nation. C'est notre pays, Alain. Les jeunes gens doivent trouver des emplois où? C'est dans les entreprises. Et les entreprises, on ne joue pas avec. Parce que c'est le domaine où on doit créer les emplois. Où les présidents, chaque président qui vient, son domaine de prédilection, ça devait être les entreprises. Il dit, dans les entreprises, je ne peux pas jouer. On met des techniciens pour qu'ils élargissent l'assiette des emplois. Pour qu'ils créent des emplois et que les gens soient bien dans les pays, qu'ils vivent. Au lieu que les gens continuent à aller en Europe, aller dans des pays voisins pour être tués, pour être malmenés. La cause, c'est quoi? C'est la mauvaise gouvernance des entreprises du pays, de notre pays. Non, nous ne méritons pas ça. Alain, nous devons pour la RDC, chacun de nous là où il est, il doit contribuer. Si tu n'es pas à la gestion, tu dois condamner ceux qui font les mal. Il faut condamner les mal. C'est aussi votre façon de participer à la gestion du pays. Mais lorsque nous avons tous fait l'armistice, nous avons tous fermé les yeux, on laisse ces gens détruire le pays, détruire les autres, détruire les entreprises, détruire les foyers, détruire les femmes des autres, détruire les enfants des autres. Vous pensez que nous ne rendrons pas compte? Nous dirons que nous, on n'a rien fait. Nous avons tous fait. Nous avons tous détruit. Le fait de ne rien dire, lorsque quelqu'un est en train de détruire, le fait de ne rien faire pour empêcher celui qui détruit à continuer à détruire les autres, vous êtes complice. Vous êtes autant coupable que lui. Et c'est la situation que nous sommes. Voilà pourquoi nous, en tant que syndicat, nous parlerons toujours. Alain, moi, je parlerai. Je ferai ma part. Je dirai tout ce qui ne va pas, qui qu'il soit. Nous sommes tous venus pour un temps sur la terre. Personne ne va aller avec des richesses. Tout ce qu'ils sont en train d'accumuler là, ils vont laisser ça dans des banques, les autres vont mourir. Personne ne va manger tout l'argent qu'ils ont volé là. Personne ne va consommer ça jusqu'à la fin. Ils vont laisser, ce sont les autres qui viendront manger. Mais ça sert à quoi?
Voilà, Président Guy Coucou, nous avons largement échangé sur l'arrestation du directeur général de l'OCPT. Il est aux arrêts. Et comme a dit le président, suite à la gestion qu'on a observée, mais finalement la justice est intervenue, ce directeur général de l'OCPT est aux arrêts. Président Guy Coucou, nous voulons parler également de la question de l'heure, la problématique des exonérations, puisque ici en RDC, tout doit être exonéré, et dans ce cadre-là, et on fait passer tout ce qui ne peut pas être exonéré, on le fait passer dans les cadres de toujours exonération, et pourtant cet argent, on a monté une stratégie d'exonérer toute marchandise, et cet argent, si ça entrait dans les caisses de l'État, cela pouvait être orienté pour la paye des agents et fonctionnaires de l'État que vous êtes en train de défendre tous les jours. Comment appréciez-vous cette situation que tout doit être exonéré? Oui, Alain, c'est comme je disais tout à l'heure. Ces gens qui sont en train d'exonérer, ils exonèrent en faveur de qui? En faveur des gens avec qui ils ont des liens, des acquaintances politiques, des familles politiques, des familles de dirigeants, pour faire grâce à la famille. Regardez l'injustice injuste. D'abord, ils se sont enrichis. Eux qui sont au pouvoir, ils se sont extrêmement enrichis. Ils ont beaucoup d'argent. Mais à eux qui ont beaucoup d'argent, ils ne peuvent même rien contribuer pour les caisses de l'État. Pour payer les importations qu'ils ont faites, ils ne veulent pas payer. Alors qu'ils se sont enrichis, ils ont volé. Ils ne veulent pas payer. Mais regardez, il suffit que toi aujourd'hui, Alain, tu as une petite voiture d'occasion d'Europe. On l'impose, tu l'achètes à $500, une voiture. Quand tu viens ici, tu vas à la douane, on te demande de payer $4,000. Et pourtant, vous l'avez acheté à $500. Vous l'avez acheté à $500. Ici, $4,000. À la douane, toi, le petit peuple, on te dit, toi, tu payes $4,000 ou $4,500. Tu dois te battre pour payer, alors que tu n'as rien. Ces gens qui ont tout pris dans les pays, ils ont pris les postes politiques, ils ont pris l'argent, ils ont pris nos richesses, eux, ils ont des millions, des milliards. Ils ne vont pas bouffer ça jusqu'à la fin. Ils vont laisser partir ces millions. Ils ne veulent même pas. Ils amènent une cargaison, ils amènent des conteneurs. En plus, ils ne doivent rien payer. De tout cet argent qu'il a pris ici au Congo, ils veulent remettre pendant qu'ils sont eux-mêmes au pouvoir. Ils ne veulent pas mettre dans la caisse pour que ça les paye eux qui sont au pouvoir. Parce que quand ils payent dans la caisse de l'État, ils vont se payer en même temps parce qu'ils vont reprendre cet argent par leur salaire, par leur mission, par tout ça. Mais pour eux, ils les refusent catégoriquement de payer. Non seulement ça ne s'arrête pas ça. Ils ont maintenant sous-traité même leurs exonérations. C'est-à-dire quelqu'un à l'exonération, il va demander des gens qui doivent payer la douane. Il dit non, mettez ça à mon nom, mettez ça dans mon agence, vous n'allez pas payer. Mais l'argent que même les autres pouvaient payer dans la caisse de l'État, lui, il reprend encore cet argent. Il ne paye pas lui-même. Nous sommes ceux qui devaient payer, il dit venez payer chez moi. Lui encore, il reprend cet argent. Donc, le pays est pris en main. Le pays est pris en otage, ces exonérations. Voilà pourquoi aussi ces gens-là doivent être poursuivis. Alain, vous voulez quoi? Comment on va sauver le pays si nous regardons des choses? Nous sommes trop tus. Nous sommes tus et nous sommes devenus tous comme des brebis qu'on amène à l'abattoir. Vous voyez que les gens sont en train de diriger en créant votre misère, en créant votre pauvreté. On dit, taisez-vous, ne dites rien. Vous ne pouvez pas parler. Nous entretenons votre misère et puis là, on va aller. Allez, non. Les exonérations dans tous les pays du monde. Les exonérations, ça devait être pour les petits. Les taxes, on a mis à l'origine pour les gens qui ont beaucoup d'argent, pour qu'ils aient à partager un peu de leur richesse avec de la solidarité nationale. Mais ici, chez nous, les plus riches ne payent rien. Et on a multiplié les exonérations à tous les riches et à tous les clans qui sont au pouvoir. Et c'est le petit peuple qui doit payer les taxes. Si on te trouve, toi ici, Alain, on te voit, toi, de payer même une petite taxe, Alain, on va t'arrêter, on va te filmer. Mais tous ces gens, pendant des années, des décennies, ils n'ont rien payé
Eux, on ne peut pas les toucher. Si on les touche, on dit que la foudre doit tomber. Si on les touche, on dit non, la rébellion va arriver. Si on les touche, on dit que non, le pays sera mis au feu et à sang. Bon, vous pensez que dans un pays comme ça, si nous tous, nous continuons à regarder comme nous regardons là, vous pensez que nous sommes en train d'aller où? Nous sommes en train d'aller vivant en enfer. Alain, il faut arrêter ça. Nous devons tous nous mettre debout. Après tout, c'est notre Congo. Nous n'avons que le Congo. Si vous allez à l'extérieur, vous souffrez. Même si on vous donne la nationalité, demandez à nos frères qui ont la nationalité en Europe là. Ils sont, mais ils sont là, on les maintient pour juste manger. Vous ne pouvez rien faire en plus. Et ça, nous allons vivre où? Il n'y a qu'au Congo qu'on peut bien vivre. Et il faut lutter au Congo pour que les choses marchent. Il faut enlever les sentiments, il faut enlever les tribalismes, il faut enlever toutes ces choses. Si même les gens sont en train de vouloir distraire avec des choses, tout ça, il faut mettre ça de côté, il faut se focaliser. Aujourd'hui, la vraie guerre, notre vrai ennemi, c'est la misère. Nous devons lutter contre ceux qui veulent nous imposer la misère. Nous devons lutter contre ceux qui veulent que nous restions pauvres, que le Congo ne marche pas, que le Congo ne se lève pas. Voici les vrais ennemis du Congo. Et ceux-là, il faut bien les identifier. Identifier toutes les personnes qui sont ennemies, qui ne veulent pas que l'État ait l'argent, qui n'aiment pas que nous puissions contribuer. Il faut les identifier et parler d'eux à tout le monde pour qu'on sache que ce sont véritablement des fossoyeurs de l'économie nationale et ce sont des gens qu'on doit tenir à l'œil. Et on doit les mettre même hors circuit, qui ne puissent même pas diriger. Comment voulez-vous que quelqu'un veut diriger le Congo? Il ne veut pas payer les impôts. Vous savez qu'en France, si tu n'as pas payé les impôts, on t'interdit même de faire la politique. On t'interdit. Et on peut même t'arrêter. Après, on te dit pendant 20 ans, tu ne peux plus briguer un poste politique. À cause seulement des exonérations et des impôts. Mais ici, chez nous, regardez ce qui se passe. Vous, en tant que syndicaliste, puisque, bien sûr, comme on est en train de le dire, les chefs de l'État, l'État des droits, et l'État vient d'ouvrir une brèche dans ce sens-là, vous, en tant que syndicaliste, vous allez encourager l'État dans quel sens, de quelle manière, pour que l'État aille de l'avant et puis, comme vous avez prédit ici, remonter la filière et qu'ils mettent la main sur tous ceux qui sont en train de piller l'économie nationale, de piller l'État. Là où je soutiens l'État, nous soutenons l'état des droits. En tout cas, pour l'état des droits, je le dis toujours, je le répète, je dis le chef de l'État n'a pas à aller éparpiller ses efforts partout. Il n'a qu'à se focaliser sur les dossiers, sur les secteurs judiciaires. Et c'est là, il va appeler tout le monde qui soit dans n'importe quel secteur, il va rentrer. C'est comme un panier. Quand vous mettez un panier, quelqu'un pêcheur, il met son filet. Comme une nasse. Comme une nasse. Il sait qu'il met à un endroit stratégique. Voilà. Que les poissons soient à gauche, à droite, au loin, soit calme, mais seulement à un endroit stratégique. Tu sais que tout le monde va passer par là. Tout le monde. Il suffit, c'est tout. Ils gèrent mal. Ok, ils veulent diriger, on leur donne des postes. Mais ils gèrent mal. La justice lui demande des comptes. Éliminé. Et puis l'autre vient. C'est tout. On commence à interpeller. Mais on interpelle. On interpelle. Parce que c'est ça, l'état des droits, c'est ça. On doit interpeller. Et là, nous soutenons l'action de la justice. Voilà pourquoi le dossier, la justice doit être indépendante. Ça doit être, je demande à tous les travailleurs de soutenir l'indépendance de la justice. On demande à tous les travailleurs de soutenir la situation de l'indépendance, même de la réforme de la CENI. Les travailleurs doivent se lever. Nous devons soutenir ça parce que notre sort dépend des acteurs qui sont élus. Et si la structure qui fait naître ces acteurs n'est pas bonne, nous allons payer. Ceux qui payent cash, ce sont les travailleurs. Nous payons cash. La preuve, aujourd'hui, je vous parle, il y a des mauvais gestionnaires. Ils sont sortis d'où? De la majorité. Parce qu'ils ont dit non, c'est nous qui devons gérer, on les nomme dans les entreprises. Ils ont été mal élus. Et toutes ces choses-là, en finish, ceux qui veulent porter la conséquence, ce sont les travailleurs. On les nomme, ils ne payent pas les travailleurs. Les travailleurs sont impayés. Et sa femme l'a fouille. Ses enfants n'étudient pas. Voilà. Il a négligé la CENI. Il a négligé de suivre ces dossiers. Mais les conséquences de ceux qui sont sortis là-bas, c'est lui qui viendra les payer cash au dernier. Voilà pourquoi cette fois-ci,
les organisations syndicales, au moins au niveau de l'intersyndical, nous avons dit on doit s'impliquer sérieusement en tout ce qui concerne la vie de la nation, parce que c'est nous qui portons les poids là. On vient vous couper les impôts, on vient vous prendre tout de force et ils gèrent très mal cet argent qu'on vous a coupé. Vous avez un petit salaire, on vous prend ça et ça part dans la poche de quelqu'un et puis après il règne, il vient, il ne vous paye plus et voilà. C'est un cercle vicieux, je vous assure Alain, si on n'a pas une bonne vision, on ne peut pas cibler les vrais objectifs. La télévision c'est le temps, nous sommes arrivés presque à la fin et nous abordons la question d'actualité. Les projets Alphonse Ngoï Kassandi insistant sur l'élection du président de la République en second degré. Actuellement, si ces projets comme les projets, si on arriva à élire ou à voter ces projets au niveau des deux chambres, et désormais le peuple n'aura plus droit à participer à une élection directe pour élire le président de la République en RDC. Quelle est la version de l'intersyndicale nationale? Non, je pense que d'abord en tant que citoyen congolais, j'ai le devoir et l'obligation de surveiller la vie politique de mon pays. En tant que citoyen, là je donne mon opinion en tant que citoyen, j'ai dit Alain, dans les circonstances actuelles, vous avez vu, les gouverneurs des provinces ont été mal élus. C'était la corruption, vous avez vu, on a interpellé même les gens en cascade. Vous avez vu, corruption, les gouverneurs. Les sénateurs ont été mal élus. Vous avez vu, c'était une tollée dans toutes les provinces. Donc au début, ça allait entre le président Félix et ses alliés, ça ne l'est pas mal. Parce qu'on voulait interpeller, il y avait les soupçons de corruption dans tous les cas. Les députés nationaux, vous avez vu, j'ai vu à la télévision, les gens des CACH, les gens des FCC, tous se plaignant que on les a volés. Entre eux, les gens du même camp se battaient que non, c'est faux, l'autre a corrompu, l'autre déjà au petit niveau, la corruption à ce niveau. Et puis vous allez dire, nous sommes plus de 90 millions de Congolais. 500 personnes vont élire à notre place et nous engager. Pendant que nous-mêmes nous sommes là, ça signifie quoi ça? Ça signifie quelle légitimité? Déjà, ceux qui ont été élus, même avec 10 millions de voix, 15 millions de voix, souffrent du déficit de légitimité. Et puis quand c'est 500 personnes, sur base d'une corruption, parce que maintenant ça c'est facile à corrompre, 500 personnes, c'est facile à corrompre. Et nous sommes dans un pays de la corruption à gogo, de la corruption exponentielle, même au carré, je ne sais pas s'il faut à quel niveau de la corruption. Non, cette expérience-là ne peut pas passer. Ça sera une hécatombe, ça sera une catastrophe, ça sera une situation qui va créer... D'ailleurs, vous-même, vous allez voir. Élection du président au second degré. Ça ne peut pas avoir lieu au Congo. Au moins pas dans nos générations. Peut-être après 100 ans, 50 ans, je ne sais pas. Mais maintenant, c'est impossible d'envisager ça. Impossible. Mais comment expliquez-vous? Dernièrement ici, il y a eu la loi Sakata, le projet loi Sakata Minaku. Et il y a eu un tollé au niveau de la République. Il y a eu des marches. En quelque sorte, ça n'a pas fonctionné. Sans pourtant entrer dans la politique, parce que vous êtes apolitique, vous êtes syndicaliste, mais comme vous avez dit, vous êtes citoyen, vous êtes congolais. Comment appréciez-vous la démarche des gens du FCC en partant des projets de loi Sakata Minaku, aujourd'hui Ngoï Kassandi? Oui, non, Alain, attention, je suis sociologue de formation. Apolitique ne signifie pas qu'on ne peut pas parler politique, non. Moi, je suis pas un inculte. Il y a des gens qui ne savent pas interpréter qu'est-ce que signifie apolitique. Apolitique, ça signifie que je ne concours pas en tant que syndicat. Mon syndicat n'a pas comme vocation concourir à aller exercer le pouvoir. Mais cela ne dit pas que les syndicalistes, je ne dois pas parler du pouvoir. La Constitution nous garantit ces droits à tous les citoyens. Il n'a pas parlé de catégories de personnes. Tu as déjà lu dans la Constitution quels sont les gens qui doivent parler de la politique.
Les religions ont le droit de parler de la politique. Parce que la politique, c'est quoi? C'est la gestion de la cité, la gestion de notre bien à nous tous. Et puis, qui va exclure les autres? Qui va donner aux gens le droit de parler de la politique et de ne pas parler de la politique? Alain, ça c'est vous qui êtes des ignorants, on vous interprète des choses comme ça. Moi, je suis un intellectuel, je suis sociologue de formation. Je suis bien situé pour parler de cette question-là. La politisme, c'est que je ne peux pas aujourd'hui aller briguer que votez-moi à tel poste en tant que syndicat. Je ne peux pas faire ça. Mais lorsqu'il s'agit de la gestion du pays, qui vote le président de la République? Les syndicalistes ne votent pas le président. Et si j'ai le droit de voter, je ne peux pas parler de celui que je dois voter. Je ne peux pas parler de quelle manière, je ne dois pas participer au débat, de quelle manière je dois voter celui qui va me diriger. Qui va me l'interdire? Il va me l'interdire, c'est quelle loi qui m'interdit de parler de ça? Et qui lui donne à lui le pouvoir de parler de ça? Parce que ceux qui sont là, les députés, ils sont des enseignants, sont des journalistes, sont des syndicalistes. Parmi les députés, là, il y a des syndicalistes. Et pourquoi ils parlent de ça et moi je ne dois pas parler? La gestion de la cité, n'importe quel citoyen congolais a le droit de critiquer le président, a le droit de parler de la procédure de voter le président. À tous les citoyens. La preuve est que si on va au référendum, même les syndicalistes vont voter, les prêtres vont voter, les pasteurs vont voter. Alors comment on va leur interdire de ne pas parler? Ça, on interdit à gens qui ont un esprit un peu bas, qui ont un esprit fermé et un niveau. Mais moi, en tant que leader, je sais que c'est même là où je dois parler. S'il faut que je parle, c'est là que je dois parler. Parce que ça va engendrer quoi? Quand il y a des troubles ici, vous savez qu'ils vont mourir. Ceux qui sortent tôt le matin, ce sont des chauffeurs. Ce sont des travailleurs. C'est qu'on tire. Ceux qui sortent le matin dans des magasins ici, vous voyez, s'il y a des affrontements dans la ville, qui ont tué? Les travailleurs. Et un processus qui peut entraîner la mort de mes membres, je vais me taire parce qu'il y a un individu qui dit non, tu as politique, tu ne pas. De quel droit? Non, je pense qu'il ne faut pas. On a essayé cette question, la mandature passée, avec Kengo, vous vous rappelez. On a essayé, il ne faut pas provoquer la situation. D'abord, on est à un moment où la situation est très mauvaise. Il faut éviter des questions qui peuvent encore alimenter des tensions dans le pays. C'est très, très mauvais. Parce qu'ils sont élus à un seul scrutin. Le même jour, on a élu le président, on a élu les députés, on a élu... Alors, pourquoi on va changer? Pourquoi? Pour simplement avoir la possibilité de corrompre. Et vous pensez que les gens sont des idiots, les Congolais sont des idiots, ils ne voient pas, ils ne comprennent pas, et on va vous laisser, vous, parce que vous êtes une majorité, et puis vous devez narguer même toute la population et changer les constitutions, changer comme les habits, parce que la constitution, c'est la loi de notre pays, ce n'est pas la loi de la majorité. La constitution, ce n'est pas la constitution de la majorité. Ça m'engage, ça vous engage, ça nous engage. Et personne ne peut nous engager au défi. Personne ne peut nous engager sans notre volonté. Nous sommes là et personne ne peut dire il nous confisque le droit d'élire le président parce qu'il est au Parlement. Il nous confisque ces droits-là, il fait une loi parce qu'il est au Parlement. Pas question. On va se battre. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission Monde du Travail. Vous avez suivi le président Guy Kourou Guidila qui gère la CDT et en même temps coordonnateur de l'inter-syndicat national du Congo. Vous avez suivi ces échanges basés sur les trois questions. Arrestation du DG de l'OCPT, question exonération et question projet Ngoïka Sandi d'élire le président de la République en second degré. Merci. Le numéro est en bas de l'écran. S'il a des suggestions, s'il y a à nous appeler, et si vous voulez faire les droits des réponses, nous sommes là, nous allons vous recevoir pour y participer. Merci, à la prochaine.